Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur H Télévision, bienvenue sur l'invité de H. Dans quelques heures sera lancée la campagne électorale pour le compte du double scrutin du 9 février 2020. À quelques heures donc du lancement de cette campagne électorale, nous prenons le pôle dans quelques formations politiques et ce soir, il s'agira très principalement du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bienvenue, Njip est notre invité de ce soir. Il est candidat député pour le compte du PCRN dans le département d'Union et Kélé. Bienvenue, Njip, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'invité. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. C'est un honneur de revenir ici ce soir sur ce plateau. Alors, la pression monte, la campagne électorale s'ouvre dans quelques heures. Quelles sont vos impressions à quelques heures de ce mouvement inédit? Je rappelle que vous êtes candidat député. Ce sera une première pour vous. Comment est-ce que vous vous apprêtez justement à vivre ce moment? Bien évidemment, on est à un jour du lancement officiel de la campagne pour le compte du double scrutin du 9 février prochain. Oui. La pression monte. Je crois que les états-majors des partis politiques sont en branle et particulièrement chez nous au PCRN, nous continuons à faire le travail que nous avons fait depuis bientôt 2 ans. Oui. Et après ce studio, je vais parcourir pratiquement 150 km pour aller dire bonjour aux populations, leur apporter notre soutien, les réconforter par rapport à cette étape, à ces échéances qui s'annoncent, oui. Donc qui sont capitales et primordiales pour le peuple camerounais et pour notre jeune parti qui n'a que 8 mois d'existence. Oui, on parlera de vos ambitions politiques tout à l'heure, vos ambitions à vous. Mais avant, on fait le tour de quelques questions majeures d'actualité. Le 14 janvier dernier, un élève du lycée technique de Colbison poignarde à mort son enseignant de mathématiques à l'air d'un compas, ce qui a permis de ressusciter une série d'actes violents constatés au sein de nos établissements scolaires. Bienvenue, Njip. Comment en est-on arrivé là, selon vous? C'est une situation assez déplorable. Oui. C'est un mort de trop. Nous avons commencé à le décrier depuis un certain moment. À vrai dire, on ne peut pas dire exactement où va le Cameroun. La discipline a foutu le camp dans les établissements scolaires. Et ma foi, j'ai l'impression que les parents, eux aussi, ont démissionné de leur mission. Ça fait qu'un enfant qui sort de la maison le matin et dont on ne peut pas contrôler son sac et parvenir à dissimuler une arme blanche et aller causer la mort de son enseignant, ça devient quand même assez grave. Qui est responsable selon vous? Les établissements scolaires, l'État, les parents, la société tout entière? Qui a le plus haut degré de responsabilité dans cette escalade de violence dans nos établissements scolaires? Déjà, pour moi, il y a les parents. Il y a les parents et les pouvoirs publics. Oui. Il y a les parents en premier parce que tout part de la famille. Tout part de la famille en Afrique. On sait que la famille est sacrée. Donc, quand vous... Bon, il faut peut-être mettre ça sur le plan de la misère, oui. Où les parents, certains qui sortent tôt, qui rentrent tard, et n'ont plus la possibilité le temps de veiller, à ce que les enfants font. Ça veut dire, vous avez un parent qui est tenancier d'un débit de boisson ou qui est moto-taximan, qui rentre à des heures indues, tard dans la nuit. Oui. On n'a pas le temps de savoir ce que l'enfant a pu faire toute la journée. On ne le maîtrise même plus. Ça fait qu'à un moment donné... on viendra un matin vous dire que votre enfant a commis tel acte. Oui. Vous allez dire non. Maintenant, lorsque la sonnette d'alarme a été tirée, depuis un certain moment, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Dans quelle mesure? Il faut forcément déjà sécuriser tous les établissements publics, n'est-ce pas? Surtout secondaires, parce qu'on se rend compte qu'au niveau primaire, ils sont encore tout jeunes. Oui. Même si ça commence par là, il faut sécuriser les enceintes scolaires. Il faut, dans la mesure du possible,
recruter des agents de sécurité si ce n'est pas déjà les forces de maintien de l'ordre qu'il va falloir mettre devant les entrées pour filtrer les entrées. Pourquoi pas avoir des détecteurs de métaux pour que chaque enfant qui puisse entrer le matin puisse passer devant ce contrôle. Et dans ce fait, et dans cet incident majeur, il y a bien entendu ce jeune enseignant de 26 ans qui a malheureusement perdu la vie. Les enseignants en ont profité pour poser au ministre de l'enseignement secondaire un certain nombre de griefs liés à l'exercice de leurs fonctions. Ils estiment par exemple qu'ils ne sont pas assez en sécurité lorsqu'ils dispensent les cours. Vous partagez cet avis? Oui, bien sûr. Oui. Je crois que peut-être que nous y arriverons tout à l'heure. L'un de mes points chauds, si nous sommes élus, bien sûr, et j'en ai la ferme conviction, c'est qu'il faut revoir la condition de l'enseignant, n'est-ce pas? Au-delà de ce manque de sécurité, lorsqu'il dispense les cours, il y a un ensemble de choses qu'il va falloir améliorer. Il y a déjà une loi qui existe, mais il faut aller un peu plus pour sécuriser l'enseignant, parce que l'enseignement est la mère pratiquement de l'humanité. Vous imaginez, ce sont ces enseignants qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mais avoir un jeune plein de vie, 26 ans, je ne connais pas la situation de ses parents qui ont certainement tout mis pour son éducation, pour qu'il puisse, se retrouver là, et qu'à peine sorti, il n'est même pas intégré parce qu'il y a eu des polémiques qui sont nées où il n'était pas enseignant. Mais attends, imaginez-vous un jeune qui sort de l'école, qui n'a même pas un copec pour pouvoir se rendre à Tchang. Il doit subsister. Il doit subsister en attendant de pouvoir attendre son... Donc il y a cet ensemble de mesures qu'il faut prendre. Ça veut dire, lorsqu'un enfant sort de l'école normale supérieure, c'est un exemple, il faudrait qu'à la sortie, qu'il puisse trouver déjà son salaire qui est là, au moins pour pouvoir tenir la première année, pour pouvoir vivre décemment. Ça va permettre qu'on évite beaucoup de choses. Donc ça fait, et vous allez dans des établissements scolaires aujourd'hui, vous trouvez des enseignants qui sont pratiquement à la merci des élèves, parce que tel élève a son père qui est ministre, qui vient avec un gros téléphone, qui vient avec 50 000 à l'école. C'est lui qui entre. Alors, donc, il faut les sortir de cette précarité. Restons dans les établissements scolaires pour commenter avec vous cette actualité qui s'est donc tenue du côté du lycée bilingue d'Ayos. Nous sommes bien dans la région du centre Cameroun, où c'est le préfet qui a brutalisé un professeur de philosophie qui s'était opposé à une fouille des élèves en plein examen. Une gifle serait partie contre l'enseignant. Ce dernier a par ailleurs été enfermé. Le sous-préfet de cet arrondissement a-t-il raison? C'est vrai que j'ai suivi cet incident ou cette information. Oui. Pas en profondeur, mais je l'ai suivi quand même tout à l'heure quand je suis arrivé à Yaoundé, parce que je vous rappelle que je suis parti de Vertois pour pouvoir respecter honorer ce rendez-vous. Mais moi, je pense que le sous-préfet a pleinement raison, dans la mesure où c'est lui qui est le patron de la cité, n'est-ce pas? Quand de tels incidents se produisent dans d'autres localités, il est de bon ton que chaque patron de localité, de région ou de département ou d'arrondissement prenne ses responsabilités. Oui. Maintenant, je ne connais pas le contexte, est-ce qu'il est allé voir dans un premier temps le proviseur pour organiser ensemble cette fouille? Ça, je ne peux pas savoir. Donc, c'est là où se pose la question. Mais je crois que si le sous-préfet se lève, il va rencontrer le proviseur. Et alors, dans ce cas, de manière commune, ils peuvent organiser... Le problème, c'est au niveau de l'acte. Humilier ainsi un enseignant devant ses élèves, est-ce que ça ne contribue pas justement à rabaisser ce dernier? Un fait que vous venez de décrire d'ailleurs tout à l'heure avec le cas du lycée technique de Colbison et de bien d'autres établissements. Est-ce qu'agir ainsi ne contribue pas justement à humilier, à rabaisser l'image du corps enseignant? Oui, mais là, il faut déjà savoir... Il faut être là. Il fallait être là pour vivre la scène. Parce que vous savez, chez nous au Cameroun, la désinformation, c'est l'une des choses qui plaît aux Camerounais. Ça veut dire qu'il faut vivre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la gifle parte? Est-ce que l'enseignant avait-il quelque chose à cacher dans cette salle de classe à travers un élève
personne ne peut savoir. Il faut savoir quels ont été les échanges qui ont précédé l'acte. Il faut être là. Il faut peut-être interroger, peut-être, il va falloir interroger les deux parties pour savoir, parce que, tu sais, à ce niveau de dégâts, ou je ne vais pas appeler ça dégâts, il va falloir que, ou alors je suis sûr que l'une ou l'autre partie est allée voir peut-être ses supérieurs hiérarchiques, ou alors aller se rapprocher de la justice pour pouvoir trouver un cadre pour résoudre ce problème. Mais il faut déjà être au fait de l'action pour savoir comment le sous-préfet est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé dans une salle, et tout. Donc, il faut beaucoup s'interroger. Donc, il faut investiguer, vous êtes des journalistes, pour savoir ce qui s'est passé réellement dans l'affaire. Alors, parlons d'un phénomène qui se porte plutôt très bien au Cameroun, c'est le phénomène de la corruption. Le Cameroun, classé 28e pays au monde le plus corrompu sur 180 pays classés. C'est ce qui ressort en tout cas du dernier classement effectué par l'ONG Transparency International. Bienvenue Djib, cela démontre de l'insuffisance des réformes gouvernementales mises sur pied pour barrer la voie à ce fléau. D'après vous, pourquoi ça ne fonctionne pas? Je veux déjà savoir quelles sont ces réformes. On a par exemple eu la mise sur pied de la Commission nationale anticorruption, la création d'un tribunal criminel spécial en vue de traquer les grands voyous, tels qu'on les appelle, entre autres mesures. Pourquoi, d'après vous, ces mesures qui ont été mises sur pied par l'État camerounais ne permettent pas d'en finir décidément avec le phénomène de corruption? Mais c'est tout simplement le manque de rigueur. Le manque de rigueur de tous ceux qui sont en charge de ces structures. Oui. Vous imaginez, je crois que ça part du sommet de l'État jusqu'au plus bas niveau. Parce que quand, chez nous en Afrique, on dit que quand la tête pourrit, tout le reste du corps pourrit. Donc, éradiquer la corruption aujourd'hui au Cameroun, il faut prendre des mesures fortes. Il faut prendre des mesures fortes, c'est-à-dire il faut commencer à condamner à partir d'un certain montant. On a vu avant l'arrivée du président Ahidjo au pouvoir, un fonctionnaire qui détournait 500 000 francs était carrément jeté en prison. Oui. Aujourd'hui, vous imaginez, lorsque dans les années, hauteur de milliards de francs CFA sont banalisés. Je me souviens que dans les années 2000, lorsque l'opération Albatros avait déclenché, j'ai un certain nombre de personnes qui étaient autour de moi qui avaient écrit dans la presse, et le chef d'État, vous vous souvenez, vous étiez encore certainement plus jeune, il avait demandé où étaient les preuves. Donc aujourd'hui, je crois il faut passer à autre chose. Oui, c'est-à-dire c'est CONAC, tribunal criminel spécial, opération Hyper-V, entre autres. Pour moi, c'est des slogans creux. Il faut passer à autre chose. Il faut, à côté de ça, il faut que le Camerounais lui-même prenne conscience. Pour développer ce pays, il va falloir changer. Il va falloir se faire violence et se dire non. Et parce qu'il y a des moments où vous allez dans une administration, vous êtes soumis à ce type de choses, vous allez dénoncer, vous dénoncez, mais après c'est le frère du ministre, c'est le fils de tel qui est là, c'est son protégé, vient de la présidence de la République, alors bien, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe sur nos routes. Est-ce que plus de rigueur, plus de fermeté dans l'application des lois pourrait permettre effectivement à réduire? Oui, déjà ça, mais il faut aussi... il faut penser la gestion financière autrement aujourd'hui. Dans des pays les plus développés, on touche moins à l'argent. Donc, il faut penser à moderniser des services comme le péage, l'achat des timbres. Il y a un certain nombre de mesures. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'il faut moderniser. Il faut passer à autre chose pour... permettre que les gens ne puissent plus manipuler l'argent tout le temps. Parce qu'au fur et à mesure qu'on manipule l'argent, et puis ça prend des destinations qui sont inconnues. Donc, et puis à partir de là, parce que quand on parle de corruption, d'accord, il y a des gros montants qui sont détournés, mais il faut voir à partir de combien on peut parler de corruption, combien sont détournés par des agents
des petits agents jusqu'à progressivement des agents de maîtrise jusqu'à des chefs de service, des directeurs. Voilà. Avant d'arriver aux gros poissons, tel qu'on les appelle. Aux gros poissons. Parce que ce qui fait le buzz chez nous, c'est que quand on dit qu'on a arrêté un ministre qui est en fuite dans un pays voisin, qui a détourné des milliards, c'est là où on croit que non, c'est partout. Nous qui sommes au contact du peuple tout le temps, nous qui sommes au contact de ces administrations, c'est vraiment à un niveau, je crois que ceux qui donnent ces indices, ces positions ne disent même pas si bien, parce que là, c'est au plus haut niveau, voilà. La corruption. Merci. On passe l'étape de cette phase de commentaires, des questions d'actualité. Merci à vous de vous être livré au jeu. Présentement, revenons à vous. Vous êtes, je le disais en début d'émission, candidat à député dans le département d'Union Ekele. Revenons un temps soit peu sur votre parcours politique, que cela fait seulement 2 ans que vous êtes rentré sur le champ politique suite à la montée en puissance du leader Cabral Libi, candidat à l'élection présidentielle de 2018, candidat malheureux, sorti 3e. Qu'est-ce qui motive, bienvenue Ndjib, votre entrée sur le terrain politique en 2018? Oui, vous le dites si bien. Ça fait 2 ans, pratiquement comme la plupart des cabralistes, que nous sommes sûrs dans cette voie, nous sommes lancés dans cette voie-là. Mais moi particulièrement, je peux vous dire que je l'ai suivi plusieurs fois, je le suivais tout le temps. Et puis un jour, je suis rentré dans des réseaux sociaux où je suis tombé sur un numéro qui m'a orienté chez tel autre, tel autre m'a envoyé chez tel autre. C'est comme ça que nous sommes rentrés en contact. Et puis on s'est appelé, on s'est retrouvés, nous avons discuté et nous avons trouvé un terrain d'entente. Il fallait tout de suite aller sur le terrain, dans mon village précisément, Nganda. Ce jour, je présidais une réunion de comité de développement. Le responsable départemental, la personne de Bertrand Tep est arrivé. Nous avons discuté et tout est parti de là. Maintenant, le manque d'installation ou le parti qui n'était pas encore implanté chez nous, ou le mouvement, parce qu'à l'époque c'est 11 millions de citoyens. Le mouvement qui n'était pas encore installé chez nous, il fallait qu'on trouve avec quelques camarades qu'on mette la structure sur pied. C'est comme ça donc que nous sommes allés au niveau d'arrondissement et nous avons pu mettre la structure sur pied. Nous avons commencé à travailler, à inscrire des gens sur des listes électorales. Oui. Et nous avons parcouru, pour ce qui est de mon cas, mon arrondissement compte 24 villages et hameaux. Nous avons parcouru tous les 24. Alors, nous avons inscrit des Camerounais, nous avons essayé de leur expliquer quel était l'important de s'inscrire sur une liste électorale et d'aller voter, de surveiller son vote. Et après, puis, au fur et à mesure, nous avons gravi des échelons. Selon que nous étions impliqués sur le terrain, selon que nous avons mené quelques réalisations dans le mouvement qui ont fait quand même qu'on commence à avoir une certaine notoriété au sein du mouvement, puis le parti. Et après est venue la présidentielle avec le parti Univers. Nous sommes allés sur le terrain, malgré le manque de moyens. Nous avons pu récolter en ce moment-là 5 millions entre camarades pour mener notre campagne au niveau d'arrondissement. Ce que nous avons fait, nous avons bien organisé le maillage territorial, ce qui fait qu'au soir du vote, du scrutin, de l'élection présidentielle, aux environs de 21h, nous avions tous nos procès-verbaux. Et nous avons fait des calculs qui nous donnaient vainqueurs dans cette commune à 63-65%. Oui. Et tout de suite, on a fait... puisque à l'époque, j'étais le directeur des campagnes dans ma localité, j'ai vite fait d'appeler le sous-préfet pour lui communiquer les résultats. Il m'a dit qu'il avait pris note et le lendemain, il m'a appelé pour me féliciter parce que tous les PV étaient revenus à son niveau. Et puis, alors, 74%, je suppose, c'est ce que vous venez de dire. 63%, pardon. Est-ce que vous avez l'impression que le message que vous êtes allé porter à l'endroit des populations de votre arrondissement et un peu plus au-delà
parce que en plus de votre arrondissement, il y avait également ces campagnes multiples qui étaient menées à travers le triangle national, campagne menée par les partisans du mouvement Univers, du parti Univers et du mouvement 11 millions de citoyens. Est-ce que vous avez l'impression que les Camerounais se sont de plus en plus intéressés à la politique? Oui, mais quel est le bilan qui peut être fait de cette action? La première victoire de cette histoire, si tu veux, c'est le fait de pouvoir intéresser les Camerounais. Oui. Parce que quand vous voyez les batailles qui sont aujourd'hui autour de ces élections, ça veut dire on est déjà content, on est victorieux parce que on a pu réveiller des Camerounais qui étaient endormis. Nous avons été à la présidentielle. Mais vous n'avez pas atteint votre objectif. Non, l'objectif, quand un parti est mis sur pied, c'est de prendre le pouvoir. Oui, vous n'avez pas fait. Maintenant, dans le contexte actuel camerounais, est-ce qu'il est possible qu'on puisse prendre le pouvoir à travers les urnes? C'est chose, je ne dirais pas impossible, mais très très difficile. Dans la mesure où le code électoral, il faut un ensemble de choses. Il faut l'amélioration d'un ensemble de choses. Un ensemble de réformes qui doivent être prises pour qu'on puisse un jour au Cameroun avoir une élection saine, libre et transparente. Mais dans ce contexte, aujourd'hui, c'est difficile. Maintenant, il faut y aller pour dire aux Camerounais, voilà, on est allé. Mais je dis ceci. Et nous avions à l'époque quelques années, nous sommes allés sous la bannière de Univers, nous n'avions pas assez de moyens, parce que pour une élection, il faut voter, mais surtout, il faut surveiller votre vote et il faut avoir des mandataires, n'est-ce pas, dans ces bureaux de vote, n'est-ce pas. Si, à l'élection présidentielle, je crois qu'il y a 25 000 bureaux de vote au Cameroun, 25 000, donc il faut avoir 25 000 personnes dans les bureaux de vote. Vous imaginez, quelqu'un qui va passer toute une journée assis, il va falloir au moins son pack lunch, donc vous mettez peut-être une banane dedans, un œuf, un bout de pain, et une bouteille d'eau, et peut-être un fromage et une bouteille de jus, pour pouvoir tenir de l'ouverture du scrutin jusqu'à la fermeture, jusqu'au décompte final, parce que ça va jusqu'à des heures souvent tardif. Voilà. Donc, c'est cet ensemble de choses. Pour pouvoir gagner l'élection au Cameroun, il faut déjà être bien implanté. Il faut avoir suffisamment de personnes acquises à votre cause pour que ces personnes, même de manière volontaire, puissent aller dans des endroits, même les plus reculés, pour pouvoir... Alors, fort de ce constat, est-ce que le parti a progressé? Je veux dire que vous n'évoluez plus sous la bannière de 11 millions, encore moins sous celle du parti Univers. Cabral Liby est devenu entre-temps président d'un parti nommé Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Entre 2018 et 2020 aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de plus qui s'est ajouté, un engouement populaire supplémentaire qui s'est ajouté à votre cote de popularité? Bon, bien évidemment, mais on pourra répondre à cette question au soir du 9 février. Voilà, c'est pourquoi nous sommes engagés à aller à ces élections. D'accord, Parce qu'une élection, la popularité d'un parti politique se juge dans les urnes. Alors, donc, parlons. On pourra vous répondre au soir du 9 février si nous sommes plus populaires que à la création. Mais ce qui est sûr, nous avons fait le pas. Parlons justement de ce double scrutin du 9 février 2020 qui, il faut le rappeler, se tiendra bien évidemment le 9 février de cette année dans un contexte quand même difficile, contexte sécuritaire notamment assez marqué dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le gouvernement camerounais a mis sur pied un dispositif sécuritaire assez lourd pour permettre aux populations, le jour venu, de se rendre dans les urnes et effectuer leur devoir citoyen. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour favoriser la tenue d'une élection dans ces deux régions qui, depuis 2016, vivent une crise sécuritaire sans précédent? Il faut faire des évaluations avant le début de la crise. À combien s'évaluer ou on pouvait estimer les populations dans ces deux régions du pays? Oui. Et au jour d'aujourd'hui,
pour parler d'une élection qui pourrait se tenir dans des meilleures conditions, malgré le dispositif sécuritaire qu'on pourrait mettre sur pied. On aura une élection au rabais dans ces deux régions du pays. Forcément... Par au rabais, vous entendez faible participation? Au-delà de faible participation, mais les populations, toutes les populations pratiquement ont déserté ces deux régions. Donc, on pourrait avoir une élection où on trouvera quelques fonctionnaires, quelques hommes en tenue, alors, qui iront aux élections. Parce que il y a des milliers et des milliers de Camerounais qui sont déplacés, que ce soit de côté Nigeria, que ce soit à l'intérieur du Cameroun même. Donc aujourd'hui, parler d'une élection dans ces régions, j'en étais ici l'autre jour sur le même plateau. Nous avons longuement débattu de ce problème. C'est bon, on ira aux élections parce que la loi l'a autorisé. Le code électoral également, et le chef d'État a convoqué, il était dans son droit de convoquer ces élections parce qu'il y avait pratiquement plus d'issue pour les reporter. Mais bon, on ira aux élections et puis il y aura un verdict et puis nous allons continuer. Je pense qu'au sortir de ces élections, il faut que tous les acteurs politiques camerounais, tous les acteurs de la société civile, toutes les âmes de bonne volonté, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, la communauté internationale également, qu'on appelle, pour qu'on œuvre ensemble pour un retour rapide à la paix dans ces deux régions du pays. Le boycott, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une forme d'expression de solidarité, disent ceux qui ont choisi cette voie à ces populations. Est-ce à dire que vous n'êtes pas solidaire, vous qui choisissez d'aller à cette élection, dans le contexte que vous reconnaissez? Est-ce que le boycott ne serait pas une alternative, par exemple, pour contraindre le gouvernement à revoir sa position dans la gestion de cette crise? Ceux qui choisissent boycotter, c'est une forme, c'est la démocratie. Oui. C'est une manière de s'exprimer. Quand vous décidez de ne pas, vous êtes dans une salle où on fait une élection, vous décidez de ne pas lever le doigt, c'est votre droit. Vous êtes exprimé en vous abstenant. Maintenant, fallait-il laisser ce Parlement et ses conseillers municipaux en place continuer à travailler dans l'illégalité? Je ne pense pas. On était déjà allé de report en report. Oui. Donc, comme je vous ai dit, personne n'est insensible à ce qui se passe dans ces deux régions. Personne ne va vous dire que l'élection dans ces deux régions se tiendra dans de bonnes conditions. Oui. Mais il faut qu'on essaye de trouver des Camerounais à même de représenter des élus à même de représenter l'ensemble du peuple camerounais au niveau de l'Assemblée. Mais en quoi votre participation, permettez, apporte une plus-value à la résolution de la situation sur le terrain? Oui, quand vous êtes déjà député, vous êtes député, vous êtes un élu de la nation. Vous n'êtes plus le simple citoyen lambda que vous et moi, nous sommes en ce moment. Oui. Voilà, donc on pourra peser de tout notre poids. Que ce Justement. soit au niveau national ou au niveau international. Alors justement, de ce Parlement, parlons-en justement. Donc on le présente comme une simple chambre d'enregistrement. Le Parlement camerounais est à majorité acquise au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les partis politiques de l'opposition n'ont pas vraiment réussi à inverser la tendance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne venez pas tout simplement vous inscrire dans cette formalité de député sans véritablement pouvoir agir de votre force? Chaque parti politique a ses idéologies. Nous sommes républicains. Nous décrions déjà le fait que le Parlement camerounais soit, dans sa plus grande majorité, du parti État au Cameroun. Nous sommes arrivés pour avoir des élus de la nation. C'est pourquoi nous avons souhaité que toutes les forces vives, tous les partis d'opposition puissent aller à cette élection pour pouvoir avoir la majorité et faire bouger les lignes. Maintenant, ceux qui ont choisi de boycotter, je veux bien savoir, ou alors j'ai envie de me poser la question à quoi ils ont joué. Alors, donc, parce que si vous décriez quelque chose et que vous ne pouvez pas aller à une élection pour pouvoir inverser la tendance et faire bouger la ligne,
D'ailleurs, vous savez que dès que vous avez la majorité à l'Assemblée, vous pouvez faire passer n'importe quelle loi. Mais dans le contexte actuel, ou dans le contexte où on va, il serait pas facile. Nous allons faire des projets, nous allons faire des propositions de loi. Maintenant, quitte à ce que ce soit rejeté. Des propositions. Alors, vous observez un parti comme le SDF, qui est présent à l'Assemblée nationale depuis les années 90. Ils n'ont pas changé grand-chose, malgré leur volonté, leur velléité d'apporter du changement. Il faut qu'il y ait la majorité. C'est ça le véritable problème après. Oui, malheureusement. Mais il faut toujours essayer de faire quelque chose. Il faut toujours travailler pour de telle manière que lorsque vous partirez de votre siège de député, qu'on dise que voilà quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose. On ne va pas rester croiser les bras pour dire non, on va aux élections, ou lorsqu'on est élu député à l'Assemblée nationale, on ne va pas faire des propositions de loi, quitte à ce que ça ne passe pas. Mais il faut le faire pour montrer à l'ensemble des Camerounais qu'on a tout tenté, mais on n'a pas pu parce qu'on est bloqué par un parti qui est majoritaire, n'est-ce pas? Donc, vous ne pouvez pas refuser d'aller aux élections en disant parce que... D'accord. Alors, si au soir du 9 février 2020, les populations d'Union Ekele faisaient de vous leurs représentants à l'Assemblée nationale, quel serait votre plan d'action en faveur de ces populations? Nous avons un projet de société. Oui. Nous avons un projet de société, malheureusement, que je ne peux pas décliner ici, oui. mais que c'est vrai que nous ne sommes pas encore entrés dans la période de campagne. Oui. Voilà, je peux énoncer quelques axes. Vous savez, des populations de Nganda, de Mulundu, de Kika, de Mbarang, ont pratiquement les mêmes problèmes. D'accord? Il n'y a pas de route. On a évoqué tout à l'heure le problème de l'éducation. Il n'y a pas les infrastructures sanitaires. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Maintenant, le député que je suis pas venu pour... Le député ne gère pas la cité, n'est-ce pas? Le député est là pour voter des lois, contrôler l'action du gouvernement. Dans ce cas, nous allons tout faire pour que des projets qui sont inscrits pour la réalisation pour 2020, nous allons tout faire pour les suivre pour qu'il y ait une meilleure réalisation. Nous allons travailler avec des exécutifs communaux pour pouvoir les inciter à travailler pour que le peuple dans son ensemble, là où nous aurons des mérites, pour que le peuple dans son ensemble puisse avoir des conditions de vie quand même décentes, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il est question. Alors, le problème que vous évoquez, c'est le problème qui est rencontré un peu partout sur l'ensemble du triangle national. C'est le problème du Camerounais lambda. Et vous venez vous-même de faire savoir qu'il est difficile de pouvoir inverser la tendance au Parlement parce qu'à majorité RDPC, comment est-ce que cela sera possible? C'est la raison pour laquelle on revient à la problématique de la chambre d'enregistrement. C'est-à-dire que vous aurez certes une vision porteuse pour vos populations, mais au niveau de l'Assemblée nationale, parce que vous serez peut-être d'un parti politique de l'opposition, il n'y aura pas de possibilité que ce projet-là puisse être validé. Fin de compte, vous n'apporterez pas grand-chose à ces populations. C'est aussi ce que j'essaie de vous dire, oui. Oui, le développement ne passe pas seulement par les lois à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Il y a un ensemble de mesures qui peuvent être prises par les collectivités territoriales décentralisées, là où vous allez travailler en partenariat, parce que nous avons postulé pour les législatives et les municipales, n'est-ce pas? Alors, il faut aller travailler avec nos exécutifs communaux pour leur dire ce que nous souhaitons que nos cités deviennent. Vous voyez, nous allons faire un ensemble de choses. Je pense que lorsque la campagne sera lancée, je reviendrai, si vous voulez bien pour détailler toutes les grandes lignes pratiquement de notre projet de société, ce que nous voulons faire de l'électricité, de l'éducation, de la santé, des infrastructures, de la diaspora et d'un ensemble de choses, donc tout ce qui peut concourir
au développement de nos localités. Bien sûr, il y a un phénomène qui va grandissant au Cameroun, c'est le phénomène du tribalisme, qui s'est montré de plus en plus violent depuis la dernière élection de 2018, et une opinion prospère, opinion selon laquelle le tribalisme serait instrumentalisé par les hommes politiques. Le PCRN est souvent taxé à tort ou à raison, et là je vais vous poser la question, d'être un parti qui représente plus l'ethnie du président du parti que la diversité des Camerounais. Alors, non, mais le PCRN, c'est un parti qui est créé, légalisé depuis 2003. Oui. Je pense bien, si mes souvenirs sont exacts. Et quand vous regardez l'âge de notre président national, vous prenez 2003 à 2020, ça fait quand même beaucoup. Ça fait, je crois, 17 ans. Il avait à peine une vingtaine d'années. Le PCN, c'est un parti qui est né dans la partie septentrionale du pays, oui, dont le président Albert Kona. C'est lors d'une assemblée générale élective en mai 2019 que le président Cabral a été porté à la tête de ce parti. Oui. Voilà. Et depuis lors, oui, nous avons continué à travailler. Vous n'avez qu'à aller chercher dans l'organigramme du parti pour voir qui occupe quoi. Maintenant, il est dit ou il est avéré que chaque Camerounais vient d'une partie du pays, n'est-ce pas? C'est pourquoi on parle de fief. De fief électoral. Vous avez vu en France, vous avez vu aux États-Unis, vous avez vu partout. Oui. Chaque candidat, même à une élection présidentielle, il a son fief, n'est-ce pas? Il va voter dans son fief. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui est né dans l'Union et qui est que l'Union qui ne compte pas. De ne pas voter un ressortissant qui ne soit pas de cette... Mais le parti est représenté sur l'ensemble du territoire national. Nous avons pu investir des candidats à l'extrême nord, dans la Damawa, dans le centre, dans le littoral, à l'ouest. Voilà, je crois que ça fait... donc au moins dans les 10 régions, nous sommes représentés dans 6 régions. Oui. Voilà, donc ça fait quand même pour 8 mois. Vous n'allez pas nous dire en 8 mois... Et je puis vous rassurer que nous aurons au moins des conseillers municipaux et des députés dans d'autres localités du Cameroun que l'Union dont vous faites allusion, le département de naissance. Le département de naissance du président Cabral Liby. Parlons de la décentralisation qui a pris un sacré coup d'accélérateur, ça il faut le dire, avec ces assises du grand dialogue national et le texte de loi adopté par le Parlement puis promulgué par le chef de l'État, loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées. Il faudra dire que 2020 ne sera peut-être plus la même année que dans le passé. Quel est le rôle du député que vous serez dans cette nouvelle décentralisation qui se peaufine à l'horizon? Oui, vous savez, la décentralisation, c'est d'abord le transfert de pouvoir de l'État vers des collectivités territoriales ou alors des personnes de droit public, personnes morales de droit public, n'est-ce pas? Maintenant, la décentralisation, tout dépend du degré de décentralisation. Voilà. Donc maintenant, moi j'ai envie de savoir, j'ai envie de savoir si vraiment elle sera effective. Oui. Maintenant, si elle est effective, c'est pourquoi je parle de ce travail de collaboration avec nos élus locaux qui seront dans nos conseils municipaux. Nous allons travailler pour que des projets soient vraiment exécutés et que nous avons des projets communaux, des projets de société communaux qui détaillent dans chaque commune. Nous avons candidaté, on a demandé à nos exécutifs communaux futurs de nous présenter chacun un projet de société communale. Oui. Ça veut dire que lorsque nous y accédons, nous avons déjà une feuille de route, on saura ce que nous allons faire. Donc avec cette décentralisation, on va pousser, on va contrôler. Le député que nous serons là pour contrôler, veiller au quotidien que
la décentralisation dans ces localités sera effective. Nous allons faire un ensemble de choses. Il y a d'abord, vous savez, si c'est vraiment, elle est vraiment à fond, ça va permettre aux communes de se développer. Alors, vous avez des doutes, vous semblez avoir un doute quant à l'implémentation. Vous savez, le Cameroun, c'est un pays malgré ce texte de loi qui a déjà été promulgué par le chef d'État. Il y en a des milliers et des milliers de lois qui ont été promulguées par le chef d'État, mais dont on a vu leur application difficilement prendre l'envol sur le terrain. Donc, vous voyez, c'est jamais ça. Quand on se met à sourire, c'est parce que, bon, voilà, on a envie de voir et on croise les doigts, on prie que ça prenne, que ce soit vraiment effectif et que, enfin, nos communes, nos mairies puissent se développer. Alors, un point culminant de ce texte de loi, c'est l'octroi d'un statut spécial aux régions anglophones du Cameroun, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, une forme de réponse à la crise séparatiste qui sévit depuis plusieurs années déjà sur cette partie du Cameroun. C'est une réponse louable selon vous? C'est la solution magique qu'il fallait pour résoudre la crise anglophone? Je ne pense pas, mais ce sont des résolutions, des grandes résolutions sorties du grand dialogue national. Maintenant, jusque-là, ça n'a pas pu résoudre le problème. Jusque-là, ça n'a pas pu résoudre le problème. Je veux bien savoir si c'est véritablement ça. C'est la solution magique pour que ces deux régions sortent de la crise. J'ai envie de dire non. Alors, j'ai envie de dire non. Oui. C'est déjà une avancée assez considérable, mais j'ai seulement peur qu'à côté de ces deux régions, demain, qu'il y ait une autre région ou deux autres qui se mettent dans cette position et qui disent, voilà, et que se mettent à revendiquer aussi de telle chose. Non, il fallait résoudre cette crise depuis longtemps. Comme je l'ai dit la dernière fois ici, il fallait attraper le taureau par les cornes. Lorsque ces manifestations ont commencé, mais c'est comme ça le Cameroun. Je vous évoquais encore tout à l'heure, lorsqu'on avait demandé en 2000, je pense 2004, où étaient les preuves par rapport à l'affaire Albatros, mais tout ce monde croupit aujourd'hui en prison. Parce qu'il faut quand même être sérieux. Il faut être sérieux dans des nations, dans des pays qui sont sérieux. Lorsqu'un journaliste que vous êtes, parce que c'est vous, vous allez au fait de l'information, vous recherchez. Lorsque vous avez publié une information, que ce soit à une émission télévisée ou alors que ce soit dans une presse écrite, oui. La justice dans un pays sérieux se doit quand même de se saisir de l'affaire oui. et de mener des informations, des enquêtes oui. pour voir si ce que les gars ont dit ou le journaliste a dit c'est vrai ou c'est pas vrai. Bon, mais ici chez nous, rien n'est fait. Alors, bienvenue Djib, il nous reste très peu de temps et puis nous serons partis. Un mot sur la diaspora camerounaise, une diaspora composite telle qu'elle est aujourd'hui, qui se manifeste de plus en plus à travers un certain type d'actes de violence. Quelle est, selon vous, la place de cette diaspora? Est-ce qu'elle joue véritablement son rôle telle qu'elle se compose aujourd'hui dans la construction de la nation camerounaise? Vous savez, la diaspora dans d'autres pays apporte énormément dans le PIB de ces nations-là. Mais chez nous, ça traîne. Pourquoi ça traîne? Parce que vous ne pouvez pas avoir des gens que vous souhaitez qu'ils investissent, oui, à qui vous refusez tout. Ils n'ont pas. C'est-à-dire ceux qui ont, par exemple, la double nationalité, qui ne votent pas, il y a un certain nombre. Le climat des affaires n'est pas bon. Vous ne pouvez pas partir de la Suisse, de la France, vous dites, je vais au Cameroun pour créer une entreprise parce que j'ai pris un congé de 2 semaines. Vous arrivez à faire signer tous vos papiers. Non. Lorsque vous dites, vous venez des États-Unis, vous venez telle chose, il va falloir laisser une enveloppe ici. Mais attends, où est-ce que nous allons? Vous et moi, dans ce genre de situation, dans ce genre de contexte, comment vous allez vous sentir? Non. Maintenant, il faut vraiment prendre la diaspora au sérieux. Il faut leur accorder une place de choix. Il faut discuter avec elle. Il faut aller à la rencontre de la diaspora, leur donner des garanties. Oui. Et un certain nombre de garanties par rapport à leurs investissements. Ils sont les mieux placés pour pouvoir trouver ces investisseurs qui reviendront parce qu'ils se sont quand même fait des amis là-bas. Ils ont des entreprises de ce côté. Il y a des meilleures intelligences de ce côté qui peuvent revenir donner plus à leur nation. Donc, la diaspora, je pense que dans notre projet de société, elle
elle a une place assez importante. Voilà, merci à vous. Bienvenue, Ndjib. Le temps parti pour cette émission est arrivé à son terme. On vous dit merci d'avoir fait le déplacement et on vous permet de regarder cette caméra qui est en face de vous et de dire juste un mot à l'endroit des populations d'Union Ekele. Ben voilà, ce que je vais dire à mes concitoyens d'Union Ekele, du NEC comme on appelle précisément, c'est que le 9 février prochain, nous allons vivre une nouvelle indépendance dans notre département. Je les appelle tous à aller voter, mais à faire le bon choix. Nous sommes un choix audacieux d'Union Ekele. Nous voulons apporter une nouvelle dynamique dans la politique de notre département. Nous voulons rassurer les populations que après cette élection, rien ne sera plus jamais comme avant. Voilà qui est dit. Merci, bienvenue Ndjib d'avoir fait le déplacement. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur H Télévision dans le cadre de ce même programme. En attendant, restez toujours à l'écoute des programmes de Humanitarian TV pour un monde meilleur. Bonsoir.